l'école. Ok, merci. Parler de ces aspects de prise en charge aujourd'hui, famille et école, parce que c'est vrai que ce sont deux questions qui se posent régulièrement et qui, ben, alors, dans l'expérience que j'en ai en tout cas, c'est vrai que la prise en charge de la famille est considérée un petit peu comme quelque chose, oui, c'est normal de le prendre, de le faire et ainsi de suite. Et en même temps, sur le terrain, on se rend compte que en discutant justement avec les familles, en discutant même avec les autres professionnels, il y a très peu de charges, très peu de prise en charge des parents autour du TDAH. Donc c'est vrai que moi, par exemple, je vous ai dit dès le départ, moi, c'est la seule prise en charge que je fais et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, il y a la question de l'école également, parce que je sais qu'on est très confronté. Alors en Belgique, on a un décret sur les aménagements scolaires qui sont obligatoires dans le cadre du TDAH. En France également, on demande des aménagements à l'école pour ces enfants qui présentent des difficultés. Et donc de regarder un petit peu ce qu'il en est, ce qui est pertinent de faire également dans ce cadre-là, et de voir un petit peu ce qu'on peut simplement Oh merde! donc voir un peu par rapport à ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer euh, de, par les interventions familiales. Donc, qu'est-ce qu'on entend par intervention familiale? À quoi ça sert en fait de faire une intervention familiale dans le cadre du TDAH? Alors, ce qu'il existe en fait, c'est ce qu'on appelle les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Donc, l'intervention familiale, son objectif, ça va être d'enseigner des stratégies qui vont aider les parents à gérer des comportements qui sont plus compliqués. D'accord? Donc, vraiment, on a un objectif qui est central là, c'est d'aider les parents. Ça va tourner, tous les programmes qui existent sur la question vont tourner toujours autour de différents points. C'est la psychoéducation du trouble, c'est le point numéro un. C'est-à-dire que des parents qui ne comprennent pas comment leur enfant fonctionne, comment voulez-vous qu'ils soient les plus euh, équipés pour l'accompagner convenablement au travers de cette difficulté. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à quelque chose que vous ne connaissez pas, vous faites ce qu'on dit, c'est de l'essai-erreur. C'est vous testez quelque chose, vous voyez si ça marche pas, on change éventuellement de stratégie ou on se dit oh ben il y a rien qui marche. Et au final, on va voir que expliquer le trouble aux parents de manière précise, expliquer comment fonctionne leur enfant, vous allez avoir des parents qui vont faire ah ok, maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait à la maison, je vais pouvoir l'aider à atteindre une autonomie qui est attendue. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Vous allez voir, je vais revenir autour de ce concept de psychoéducation pour les parents, mais également pour les enseignants. C'est-à-dire que des enseignants qui comprennent comment fonctionne leur élève, ils seront plus attentifs à mettre en place des stratégies adaptées au fonctionnement de cet enfant. Donc, on va voir que c'est extrêmement important de bien comprendre cet aspect-là. Deuxième chose, ça tourne autour des renforcements des relations familiales, parce qu'on va le voir, il y a quand même, au travers de la place du trouble dans la famille, toute une série de difficultés qui peuvent apparaître et qui peuvent justement éloigner les parents et l'enfant à un moment donné. Enfin, on le sait, c'est autour de la mise en place d'une pratique d'éducation positive. Alors, quand j'entends éducation positive, je ne veux pas rentrer dans les extrêmes qui existent de l'éducation positive, comme on entend parler. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de vivre dans un monde de bisounours, mais bien d'avoir des pratiques qui sont adaptées et structurées dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, c'est vraiment cette idée, on va fournir aux parents les connaissances nécessaires pour être capable aussi, une fois que les interventions sont terminées, qu'ils puissent adapter leur vie de tous les jours. Donc, on vise des résultats qui sont espérés de manière générale. C'est quoi? On va essayer de baisser le stress parental. Je vais vous en parler, mais globalement, on sait que dans les familles où il y a des enfants avec un trouble, qu'ils soient TDAH ou pas, que ce soit un autre trouble psychiatrique également, on va retrouver des niveaux de stress parentaux qui sont plus élevés que dans la population normale, enfin dans la population générale, pardon. Et donc, l'idée, c'est que quand on est extrêmement stressé, on a un niveau de tolérance qui baisse et donc forcément, on a des réactions qui sont beaucoup plus fréquentes sur des comportements qu'on ne veut plus voir chez les enfants. On va également augmenter le sentiment de compétence parentale, le sentiment d'être un bon parent.
C'est-à-dire que quand on donne les stratégies aux parents pour gérer leur enfant, ils se disent « ça y est, j'ai les clés de compréhension de mon enfant et je sais que je fais bien pour lui ». C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas démunis vis-à-vis du fonctionnement de leur enfant et donc ils savent de plus en plus s'engager dans l'accompagnement de son développement. Et aussi, ça augmente l'acceptation du fonctionnement de l'enfant. C'est-à-dire, on en a parlé aussi dans cette journée, c'est parfois difficile d'accepter que son enfant a un fonctionnement qui est différent des autres enfants. Ce n'est pas grave en soi, mais il y a cette question de l'acceptation du trouble qui, des fois, n'est pas très, très simple et qui entraîne aussi certains comportements qui ne sont pas forcément appropriés dans le développement de l'enfant. Donc, l'idée, c'est pourquoi on va faire des interventions familiales. Parce que c'est la question clé. C'est-à-dire, proposer des interventions aux parents juste pour en proposer, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. On est bien d'accord. Donc, l'idée ici, ça va être de savoir pourquoi on devrait faire ça plutôt qu'autre chose dans le cadre du TDAH. Il faut savoir qu'on a des visions très franco-francophones, en fait. Dans les pays francophones, de manière générale, l'enfant a un trouble, l'enfant a son étiquette, donc c'est lui qu'on prend en charge. C'est-à-dire qu'on va faire reposer toute sa prise en charge sur son dos et sur le dos du professionnel qui va l'accompagner. Donc en fait, ce que ça engendre, c'est parfois le manque d'implication de la part des parents. Alors, quand je dis manque d'implication de la part des parents, ce n'est pas de dire les parents ne s'impliquent pas, hein, mais c'est qu'on ne les implique pas nous-mêmes en tant que professionnels dans la prise en charge. C'est-à-dire qu'on a un message comme ça qui est un petit peu « ne vous inquiétez pas, on prend votre enfant en charge et ça va aller dans le temps ». Et donc forcément, le transfert des informations qu'on va donner à l'enfant dans la vie de tous les jours, elle peut être un peu compliquée. L'idée, c'est que c'est le principe de base de beaucoup de parents, moi, que je rencontre, c'est ah ben voilà, mon enfant a un TDAH, il a été accompagné pendant 1, 2 ans, ok, et quand je leur demande qu'est-ce qui a été fait en prise en charge, ils ne savent pas me répondre. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne les a impliqués dans la prise en charge, et ce que ça a entraîné, c'est que les parents n'ont pas cherché à savoir ce qui se passait non plus, précisément. Et donc, l'idée, c'est comment voulez-vous, par exemple, qu'un professionnel, en travaillant une demi-heure, 1 heure par semaine avec un enfant, mais que toutes les stratégies qui ont été apprises dans cette heure en face à face, l'enfant soit capable de les retransférer dans sa vie quotidienne à la maison et en classe si les parents ne sont pas impliqués ou si les enseignants ne sont pas impliqués. Ça semble excessivement difficile. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos pratiques, elles sont vraiment centrées là-dessus. L'enfant passe toute une série de bilans, on lui met un diagnostic, donc c'est lui qu'on prend en charge. Et ça, effectivement, c'est vraiment très francophone pour le coup. Si vous allez plutôt dans les pays anglophones, pour le coup, eh bien, en fait, on va voir qu'on a des prises en charge du système dans lequel on est. D'accord? Donc, l'idée, c'est que quand on arrive à travailler avec le système, eh bien, en fait, on répartit la charge de l'accompagnement sur le système et surtout, il y a une meilleure compréhension du fonctionnement de l'enfant dans ce système. Et donc, il y a une adaptation naturelle également. Donc, par exemple, je reprends toujours cet exemple-là parce que moi, il m'a frappé. C'est que j'ai eu l'occasion d'aller en Suisse pour justement faire une conférence sur les aménagements raisonnables en classe et notamment de regarder leur nouvelle façon d'aborder ces aspects-là dans le système scolaire suisse. Et en fait, dans leur système, ils vous disent que, par exemple, un enfant qui a un trouble, c'est un enseignant qui est en difficulté. D'accord? Et donc, leur prise en charge, elle commence par quoi? Par la formation de l'enseignant. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est la même chose en fait ici. Un enfant qui a un trouble, ce sont des parents qui sont en difficulté. Et donc, on doit accompagner les parents pour qu'ils puissent aussi avoir les outils d'accompagnement de leur enfant. Donc, ça vraiment, c'est excessivement important. Parce que l'enfant, il ne vit pas seul dans une bulle. C'est-à-dire que ses comportements, sa façon de fonctionner, a un impact sur le système dans lequel il vit. Et ce système va répondre à ce comportement. Et donc, il y a vraiment ce besoin de prise en charge, à un moment donné, beaucoup plus global. Plus l'enfant est jeune, plus il est important de travailler sur le système. Pourquoi? Parce que travailler uniquement avec l'enfant, c'est remettre une charge énorme de prise en charge sur son dos, alors que cognitivement, il a encore plein de choses à apprendre. Donc en fait, ce qu'on va essayer, c'est de contourner ça en travaillant spécifiquement aussi bien avec les parents qu'avec les enseignants. Donc ici, il y a déjà cette idée quand même que dans l'intervention, il faut arrêter de voir que l'enfant a un trouble, l'enfant a une étiquette, donc c'est lui qu'on prend en charge.
Ce n'est pas de cette façon-là, en tout cas, qu'il est recommandé de travailler de cette façon. Deuxième chose, il faut savoir que les parents, la majorité du temps, ils sont en souffrance. Alors, on retrouve dans pas mal d'études 3 grandes sphères dans lesquelles les parents sont en souffrance. Donc, quand vous avez un enfant qui a des troubles, potentiellement, pas chez tous, hein, d'accord, mais potentiellement, il y a plus de symptômes dépressifs chez ses parents que dans la population générale. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, on va avoir une forme quand même d'irritabilité peut-être un peu plus forte qui risque d'apparaître, des difficultés aussi d'organisation attentionnelle et éventuellement d'autres difficultés qui apparaissent, notamment la baisse de sentiment d'efficacité et ainsi de suite, qui peuvent découler du symptôme dépressif et qui peuvent avoir un impact également dans la famille. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle les pertes d'amis conflits avec la famille, c'est-à-dire l'isolement social qui s'installe, parce que beaucoup de familles vont dire oui, mais vous savez, moi quand je vais chez des copains et que mon enfant se comporte pas très bien, ben, je vais avoir des remarques. Quand je vais dans ma famille, par exemple, j'ai mon père qui me regarde et il fait tu vois, je t'ai quand même pas élevé comme ça. Hein. Ou alors des remarques, tu sais, ce serait mon enfant, ça ne se passerait pas comme ça. Et à force de recevoir ce type d'intervention, mais petit à petit, en fait, il y a une forme d'isolement social. On va moins aller chez les autres, moins aller dans la famille, pour justement essayer d'éviter ces conflits. De plus, avec des symptômes dépressifs éventuellement qui seraient mis en évidence, mais l'idée, c'est que si vous êtes moins tolérant petit à petit, vous risquez en fait de réagir de manière encore plus forte vis-à-vis des autres et donc de rentrer en conflit avec eux. De même, ces remarques peuvent augmenter vos symptômes dépressifs également. Donc, on voit que c'est assez relié. De même, on va avoir potentiellement, si les parents ne sont pas tout à fait OK sur, par exemple, les pratiques éducatives à mettre en place, on peut avoir des relations conjugales qui sont assez dégradées. C'est-à-dire que pour le peu que vous ayez un décalage entre quelqu'un dans le couple qui a envie de mettre des limites très strictes, très carrées, et que l'autre soit un petit peu plus laxiste, entre guillemets, et laisse passer plus de choses, l'incohérence que ça crée va faire que potentiellement, il y a des étincelles dans le couple qui peuvent apparaître. De plus, pour peu qu'un des deux dans le couple ait plus de symptômes dépressifs, il va avoir un niveau de tolérance qui est abaissé et donc potentiellement plus d'irritabilité, plus de colère, plus de dégradation, plus d'énervement dans le couple. De même, conflit avec la famille, le principe de, tu vois, ta mère, à chaque fois qu'on y va, c'est la même chose. Tu vois, quand on va chez tes copains, c'est la même chose. Et donc, ça crée comme ça toute une série de conflits familiaux qui peuvent être très difficiles à vivre. Et la conséquence de ça, souvent, c'est ce qu'on appelle l'évitement de l'enfant. C'est la mise à distance de l'enfant, la mise à distance par rapport à des situations particulières. C'est-à-dire qu'on anticipe négativement, souvent, beaucoup de choses. C'est-à-dire, je ne vais pas faire ça avec lui parce que je sais que ça va mal se passer. Moi, je dis toujours, je ne sais pas ce que je fais dans 15 minutes. Hein. A priori, je serai devant vous, mais peut-être pas. Donc, d'anticiper à ce point, en fait, la mise à distance de l'enfant, ça risque d'être compliqué. Parce que vous avez moins d'interactions avec lui, donc potentiellement moins de stratégies pour gérer les comportements. Et donc, tout ça en boucle, vous allez voir, c'est vraiment des sphères, des accumulations négatives de choses qui font en fait intensifier les problèmes au sein de la famille. Une autre raison aussi de faire des interventions familiales, c'est que ce sont des recommandations internationales de prise en charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des lignes directrices qui sont très précises partout sur la planète sur que doit-on faire en premier dans le cas d'un diagnostic de TDAH. Aujourd'hui, en fait, les programmes d'accompagnement parentaux sont la toute première ligne à mettre en place. Et ça, c'est ultra important à avoir en tête. Étonnamment, alors je dis ça, je suis belge, je viens dans une conférence française, mais tant pis, je prends le risque du truc. Mais il faut savoir que la HAS est sans doute l'une des seules recommandations qui va à l'encontre, enfin pas totalement à l'encontre, mais qui va presque à l'opposé des recommandations internationales. C'est-à-dire que vous allez en Angleterre, en Écosse, en Espagne, vous allez au Québec, vous allez aux États-Unis, en Allemagne, en France, on a des recommandations internationales qui suivent le même protocole. Et la HAS ne fait pas ça. Donc, c'est assez particulier. Mais disons que c'est quand même un peu intégré dedans, dans le sens où ce qu'elle va dire, c'est vous essayez tout avant la médication, mais ce tout, il n'y a pas vraiment de gradation spécifique là-dedans. Par contre,
dans les autres recommandations de type international. La plus connue est en fait la NICE, qui est sans doute la plus poussée de ce côté-là. En fait, les programmes d'entraînement aux habilités parentales, ils sont mis en place dès la suspicion de TDAH. On n'est même pas obligé d'attendre le diagnostic final, mais d'avoir, parce que sinon les délais d'attente pour avoir le diagnostic entre le moment des symptômes et le moment où le médecin est passé, effectivement, on en a parlé, ça peut durer 2 à 3 ans. Vous doutez bien qu'on ne laisse pas les patients sans rien en attendant. Mais en fait, les premiers à prendre en charge, ce sont les parents. D'accord ? Donc, extrêmement important à avoir en tête. On va le voir aussi, par exemple, avec le signe en Écosse, c'est les aménagements scolaires, sont aussi la première ligne de traitement. Et donc, vraiment, cette idée d'attaquer directement par cette approche-là. Je vous ai détaillé ici les recommandations internationales. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que vous avez une séance normalement où le diagnostic tombe, et ensuite, le temps quand même de digérer l'annonce, on reprend du temps après, 1 à 2 séances à peu près, pour expliquer le trouble, savoir ce que c'est un TDAH précisément. Donc, d'arrêter en fait de lancer les parents ou même les enseignants sur Internet en leur disant « vous inquiétez pas, voilà des sites de référence, allez regarder ce que c'est ». Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que par recherche sur Internet, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi sur la question. L'explication des troubles, elle est basique. Hein. C'est-à-dire qu'on va expliquer ce que c'est globalement un TDAH, comme on l'a fait ici, ce début d'après-midi, avec les facteurs de risque, avec les difficultés rencontrées et comment ça fonctionne. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais au moins d'avoir une vision de ce que c'est précisément et de manière professionnelle ce qu'est le TDAH. Aujourd'hui, ça, c'est la base de la base de la base. Si vous n'avez pas ça, mais déjà, c'est compliqué de comprendre comment fonctionne son enfant. Il y a aussi dans ces séances des étapes d'hygiène de vie, hein, de base, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu tout ce qui est sommeil, alimentation, activité physique, gestion des émotions. On va regarder ces éléments-là et pouvoir travailler éventuellement avec les parents sur ces points-là pour diminuer l'intensité des symptômes. D'accord ? Madame Dazin ou Monsieur Dazin, il faut éteindre votre micro. Ah. Pardon, excuse-moi. Pas de souci. On va aussi pouvoir donner quelques stratégies parentales éventuellement s'il y a quelques difficultés à la maison et directement un contact avec l'école s'il y a des difficultés scolaires. Il faut savoir que tous les TDAH n'ont pas forcément de difficultés scolaires, même si c'est une grande majorité. Mais dès qu'il y en a, le contact avec l'école, il est immédiat pour faire exactement la même chose. L'explication du trouble, des stratégies scolaires éventuelles. Dans le cas des enfants qui présentent en plus des troubles du comportement associé, comme les troubles d'opposition avec provocation, qui sont présents dans plus de 50% des cas, eh bien, en fait, on va mettre systématiquement en place des programmes d'entraînement aux habilités parentales. L'objectif étant de gérer ces troubles du comportement associés qui posent souvent plus de problèmes que le TDAH lui-même. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ensuite, la troisième étape, c'est la mise en place d'une médication si les retentissements sont trop importants et que les 2 premières étapes n'ont pas fonctionné. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que là, c'est la première étape où on se dit on va travailler avec l'enfant. Et en fait, on ne travaille pas encore. On met une médication en place pour essayer de le stabiliser, pour ensuite mettre en place, parce que c'est demandé de manière totalement transparente, de mettre en place, en parallèle de la médication, une prise en charge associée. Pourquoi ? Parce que le jour où la médication s'arrête, ben, l'idée, c'est intéressant que l'enfant ait réussi à développer assez de stratégies pour compenser en fait en partie les effets de la médication. Donc l'idée, c'est que quand on met une prise en charge ciblée sur l'enfant, il faut aussi faire attention que si pendant cette prise en charge au niveau attentionnel et exécutif, ça part dans tous les sens, mais évidemment la prise en charge, elle est très compliquée. De plus, une prise en charge qui se fait uniquement ciblée sur l'enfant, c'est très bien dans le cabinet. C'est-à-dire qu'en face à face, dans un endroit calme, avec des relances systématiques du professionnel, ah ben, potentiellement, il va vous dire bah, si, moi ça va, il développe des capacités, et ainsi de suite. Sauf que ça, si ce n'est pas transféré dans la vie de tous les jours, c'est excessivement compliqué. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a une stratégie de ce type-là qui est on travaille d'abord avec le système et après, petit à petit, si c'est nécessaire et que ça ne suffit pas, alors on ira travailler spécifiquement avec l'enfant. Donc, on voit qu'on a quand même quelque chose en entonnoir qui est réfléchi de cette manière. Et ça, au niveau international, aujourd'hui,
Je ne dis pas que ça ne va pas évoluer, hein, bien sûr, puisqu'on sait que les recommandations évoluent au regard de la science. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux. Okay, ça ne veut pas dire que ça marche pour tous les enfants, hein, évidemment. Okay, mais l'idée, c'est qu'on devrait commencer de cette façon-là. L'explication du trouble est pour moi la plus importante. C'est-à-dire que si vous travaillez, et ça, sans doute Nora pourra le souligner, mais quand vous travaillez dans d'autres domaines, peut-être même plus médicaux, l'éducation thérapeutique, c'est la base. Moi, j'ai travaillé en neurochirurgie, notamment dans un service d'épilepsie. Quand un enfant avait un diagnostic d'épilepsie, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on prenait les parents et on leur expliquait ce que c'était l'épilepsie, comment ça allait évoluer, comment accompagner. Je dis toujours en formation, j'ai une collègue qui travaille en oncologie pédiatrique. Quand le diagnostic de cancer tombe, la première chose qu'on fait, c'est on prend les parents, on leur explique le cancer, comment il risque d'évoluer et comment l'accompagner. La base de la base, c'est que les parents aient compris comment fonctionnait leur enfant et le trouble qu'il a. Parce que c'est ça qui va faire qu'il va être mieux pris en charge dans le temps, parce qu'il y aura vraiment un accompagnement de manière générale. Donc, quand on a ce type d'approche, donc je ne dis pas qu'on ne peut pas faire autrement, je dis juste qu'a priori, on commence par ça parce que ça a montré le plus d'efficacité. Après, bah, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, porte ouverte à tout, hein. Mais je regardais des questions ce matin par rapport au neurofeedback, par exemple. Pourquoi pas si vous avez essayé des méthodes efficaces avant? C'est un petit peu ça l'idée. Vous avez des méthodes qui ont prouvé leur efficacité, d'autres qui sont encore à l'étude aujourd'hui. A priori, on commence par ce qui a montré une efficacité. Et après, ça ne marche pas à 100%, d'accord? Parce qu'en fait, nos connaissances par rapport même au fonctionnement du TDAH, elles sont quand même limitées. C'est ça qui est important de comprendre aussi. C'est qu'on ne connaît pas tout, on est même loin de comprendre tout, comment tout fonctionne. Donc ça, c'est aussi important de nous-mêmes, en tant que professionnels, d'être au clair là-dessus, quoi. On a des informations, on s'intéresse aux données scientifiques, on voit comment ça évolue, mais on sait aussi qu'on ne connaît pas tout. Donc attention aussi à ne pas partir dans tous les sens, évidemment, par rapport à ça. Une métaphore pour les parents, c'est que moi, j'ai toujours en tête que c'est très difficile de voir un enfant pleinement épanoui dans une famille qui ne va pas bien. D'accord? Donc, je vous ai expliqué, il y a plus de problématiques souvent dans les familles d'enfants avec un trouble chez les parents. Et c'est vrai que moi, ça m'est rarement, je pense même jamais arrivé, de voir, par exemple, un enfant pleinement épanoui dans une famille extrêmement dépressive. Ça, pour moi, c'est assez rare. D'accord? C'est très, très rare de voir un enfant extrêmement zen dans une famille ultra anxieuse. D'accord? Donc, pour bien comprendre cet aspect-là, c'est la métaphore du masque à oxygène qu'on voit dans les avions, hein, pas du tout de moi, mais de se dire qu'en cas de dépressurisation dans les avions, quand les masques tombent, la règle, c'est quoi? C'est que vous mettez d'abord le masque sur vous et après à l'enfant. Parce qu'en fait, si vous mettez le masque à l'enfant et que vous n'avez pas le temps de le mettre, eh bien, en fait, c'est les deux qui y passent. Hein. D'accord? Donc, en fait, l'idée, c'est que pour aider son enfant, il faut déjà s'occuper de soi. Il faut déjà être en pleine possession de ses propres moyens pour être capable de l'accompagner. Et ça, ce n'est pas toujours très simple parce qu'on a une vision inverse. La plupart des parents, quand ils viennent dans nos cabinets, ils nous disent « Non, occupez-vous de lui d'abord et après, nous, on fera le travail. » Si on avait montré que cette façon de faire était la plus efficace, on le ferait aujourd'hui. Sauf qu'on sait que ce n'est pas le cas chez l'enfant. L'idée, c'est qu'on doit inverser les choses, et notamment dans le cadre du TDAH, c'est qu'avec des parents qui sont pleinement compétents, en fait, on arrive à bien gérer le TDAH derrière. Et pas l'inverse. C'est ça qui est important aussi à avoir en tête. Alors, globalement, comment ça fonctionne, en fait, ces programmes? Donc, l'idée, globalement, ce que vous avez, c'est un cycle qui est comme ça. Donc là, je vous ai mis trouble d'opposition parce que c'est souvent ce qui pose le plus de problèmes. Mais ce qu'on va retrouver, c'est que le TDAH, par manque de compréhension du fonctionnement de l'enfant, risque d'entraîner, d'accord? Et laissez-moi finir avant d'exploser dans tous les sens, mais risque d'entraîner ce qu'on appelle des pratiques éducatives inadaptées. Donc je sais peut-être que des parents sont en train de dire « Non, mais c'est pas possible, je n'éduque pas mal mon enfant » et ce n'est pas ce que je dis, d'accord? Personnellement, je considère qu'il n'y a aucun parent qui éduque mal son enfant, littéralement, ok? Par contre, j'estime que certains parents ont des pratiques éducatives qui ne sont pas adaptées au fonctionnement de cet enfant-là. Et ça, c'est important de faire la différence. C'est que quand on ne sait pas
comment quelque chose fonctionne, on ne peut pas avoir forcément les bonnes façons d'utiliser ces pratiques. D'accord? Si je vous donne un objet médical des années 1800 et que vous ne savez absolument pas ce que c'est, il y a de grandes chances que vous ne sachiez pas utiliser, ni même jamais savoir utiliser cet outil. D'accord? Vous aurez une utilisation non adaptée de l'outil en question. Et c'est ça, en fait, que je suis en train de vous dire. Par manque de compréhension, parfois, on peut avoir des pratiques éducatives qui ne sont pas adaptées à ce type de fonctionnement. Des pratiques qui fonctionneraient sans doute avec d'autres enfants, mais dans ce cadre-ci, peut-être pas. De plus, on va avoir la faible satisfaction parentale. C'est-à-dire qu'on va ne pas se sentir être un bon parent, ne pas savoir quoi faire. Quand on a tout essayé dans l'éducation de son enfant et qu'il n'y a rien qui fonctionne, je peux vous dire qu'à un moment donné, on baisse les bras. On se dit, je ne suis pas fait pour être parent. J'ai des parents, moi, qui viennent en consultation en me disant, sincèrement, on n'en peut plus parce qu'on ne sait plus comment faire. C'est pas qu'on ne veut pas essayer de trouver des solutions, c'est qu'on a tout essayé, on n'y arrive pas. Et donc, la conclusion qu'ils en font, c'est, bon, on suppose qu'on est des mauvais parents. Ce n'est pas le cas du tout, en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas les clés. Et une fois qu'ils les ont, en fait, on voit que ça marche directement. Et ça, c'est intéressant. On va avoir aussi le stress et les pathologies parentales, donc des parents qui sont souvent extrêmement stressés, donc je vous l'ai dit, avec des niveaux de tolérance plus faibles. Et après, derrière, les pathologies parentales. On en a parlé, c'est-à-dire que vous avez un enfant TDAH, potentiellement, dans les parents, il y en a un des deux qui a un TDAH. Et le TDAH risque au quotidien d'être plus difficile. Imaginez-vous, vous avez des parents qui sont très impulsifs. Ben effectivement, en termes d'interaction avec l'enfant, c'est compliqué. Hein. D'accord? Donc, le fait de le savoir, c'est aussi d'accompagner les parents par rapport à leurs propres difficultés éventuellement. Et donc, je vous en ai parlé, les conflits conjugaux familiaux. Et donc, ça peut jouer sur les troubles d'opposition. Dans l'autre sens, parce que je pense que c'est important aussi de le savoir, c'est qu'il y a des mécanismes génétiques et cérébraux en commun chez l'enfant, TDAH et troubles d'opposition. Et ces mécanismes-là, en fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est entraîner des comportements opposants, de l'hyperactivité, de l'impulsivité vis-à-vis des parents, avant même qu'ils aient des pratiques éducatives inadaptées. Hein. D'accord? Donc, ça peut engendrer des difficultés scolaires, des difficultés dans les relations sociales, une faible estime de soi de l'enfant qui se répercute sur les parents, et en conséquence, les parents vont réagir à ça. Donc non, les parents ne sont pas toujours à l'origine du problème. Ce n'est pas vrai. Naturellement, le problème d'opposition et de TDAH peut avoir entraîné ce type de réponse de la part des parents. Et ça aussi, c'est important qu'ils l'aient compris. De plus, savoir qui est à l'origine de quoi, je vais vous le dire sincèrement, de un, on ne le saura jamais, parce qu'on n'était pas là le jour où ça s'est passé. Donc, on ne sait pas si c'est le trouble qui a engendré les comportements chez les parents ou les parents qui ont augmenté le trouble. On ne peut pas le savoir, on n'y était pas. Et objectivement, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait dans les programmes d'accompagnement parentaux, c'est de donner les stratégies aux parents pour qu'ils puissent gérer ces comportements. Et ça, c'est excessivement important à avoir en tête. D'accord? Donc, c'est ça qui est vraiment à avoir tout de suite. Il ne faut pas le lâcher, hein, d'accord? C'est qu'on s'en fout qui est à l'origine de quoi. Je sais qu'on est passé par des heures sombres à certains moments où les parents étaient de toute façon la pire des choses qui pouvaient arriver aux enfants. Si les enfants présentaient des troubles, c'était de la faute des parents. Oui, ok. On est passé dans une sphère un petit peu différente aujourd'hui, puisqu'on est passé de la psychanalyse à tout neurosciences, où dans les neurosciences, on vous dit, mais comme le trouble est là, on travaille qu'avec l'enfant, on n'engage pas les parents. Il faut trouver un juste milieu entre les deux, c'est-à-dire que l'accompagnement des parents, leur donner ces clés pour accompagner leur enfant, elle est extrêmement importante aujourd'hui, sans les culpabiliser, parce que potentiellement, on peut régler le problème. D'accord? On peut régler, en tout cas, on peut améliorer l'interaction. On ne réglera pas le TDAH, hein, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais on peut améliorer l'accompagnement qu'on va en faire. Et ça, gardez bien ça en tête, qu'en tant que parent, vous avez une place qui est privilégiée et surtout qui est indispensable dans l'accompagnement de votre enfant. Je vais rapidement vous présenter des étapes de programme, d'accord? Donc, l'objectif, ce n'est pas de vous faire un programme en direct live parce que j'aimerais bien parler des enseignants, mais d'essayer de vous donner un petit peu comment on structure les choses, d'accord? Ce ne sont pas des outils que vous avez jamais vus si vous avez déjà été accompagné à un moment donné, mais que vous preniez conscience un petit peu des règles de base de l'éducation qu'on essaye de mettre en place, des limites qu'on essaye de mettre en place pour accompagner ses parents à gérer leur enfant.
Ce sont souvent des programmes qui sont faits en 10, enfin, c'est entre 8 et 12 séances selon le type de programme. Ça, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de, de commencer à défendre un programme ou l'autre. Il n'y en a pas spécialement de meilleur d'ailleurs. L'idée, c'est de vous donner la structure générale. En règle globale, ce qu'on a, c'est une séance toutes les 2 semaines à peu près, où on va apprendre des choses. Et entre les séances, les parents vont devoir travailler à la maison. Ils sont dans des programmes d'entraînement d'habilité parentale. D'accord? Donc, ils doivent s'entraîner, ils doivent travailler, quoi, comme des sportifs au quotidien, mais en famille. L'objectif, vous voyez, c'est que la toute première séance, c'est une présentation des troubles, quoi. Donc ça, c'est extrêmement important, je vous l'ai dit, psychoéducation, psychoéducation, psychoéducation. Il faut que les parents, quand ils quittent le bureau du professionnel, ils aient compris comment fonctionnait leur enfant. S'ils n'ont pas compris, il faut qu'ils restent dans le bureau. Tant qu'ils n'ont pas compris, ils ne sortent pas. Ça, c'est extrêmement important. Parce que je pense qu'une fois qu'on a compris, on sait comment on fait. Vous avez vraiment des parents, une fois que vous avez fini cette étape, ils vous disent on peut s'arrêter parce que je pense que maintenant que je vois comment il fonctionne, je sais comment adapter mon comportement naturellement. Vous le verrez avec des enseignants, c'est la même chose. Vous expliquez le TDAH à un enseignant, il vous fait ok, en fait, ma façon de faire, c'est pas la bonne. Ben oui, ben merci, tout simplement. Et le simple déclic qui est là, il est excessivement important. Donc, déjà, ça, je pense qu'il faut vraiment passer du temps. Tous les professionnels qui sont là dans la salle, passez du temps à expliquer aux parents ce que c'est le TDAH et vous allez déjà avoir des résultats qui sont incroyablement meilleurs que ce qu'on peut avoir dans différentes autres prises en charge. Ensuite, ce qu'on va expliquer, c'est comprendre la désobéissance. Il y a des schémas, mais juste universels de la désobéissance et de l'escalade des comportements. C'est-à-dire que vous avez de l'escalade parce que vous avez des aspects de vous demandez quelque chose à l'enfant, il ne répond pas, donc vous répétez, vous répétez, vous répétez. En moyenne, c'est entre 3 et 7 fois. Donc après, quand il répond toujours pas, vous le menacez. Et comme il répond toujours pas, vous augmentez la menace. C'est-à-dire que la première, c'est si tu ne fais pas ça, attention. Puis c'est je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, 2, 3 quarts. Et au final, ce que vous faites, c'est vous remenacez une dernière fois en disant bon, vraiment, c'est la dernière fois que je te le dis. Hein. Okay, et si l'enfant ne répond toujours pas, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez l'impuissance parentale. J'ai beau lui répéter, le menacer de punition et ainsi de suite, il n'y a rien qui marche. Et vous passez sur 2 étapes, soit vous le faites vous-même, soit vous passez à l'agressivité. Vous avez cette question euh, de l'agressivité, soit de verbale, soit de physique à certains moments. Parce que quand vous en êtes jusque-là, en plus des symptômes dépressifs, et ainsi de suite, forcément, vous passez à l'acte. Et là, ça peut être très compliqué. Donc, on explique ça aux parents. C'est ultra important qu'ils aient en tête les schémas de l'escalade aujourd'hui. Parce que je déménage bientôt, hein, si vous voulez, parce que je vois les trucs, donc je déménage bientôt en France. Mais il faut que vous ayez compris ces schémas-là pour essayer de les modifier. Si vous ne les avez pas en tête, et pourtant c'est des choses très classiques, hein, et bien en fait, vous allez voir que c'est très, très, très compliqué. Après, on part sur les analyses fonctionnelles, parce que je pense que l'analyse fonctionnelle, c'est très simple. Hein, c'est expliquer comment un comportement se passe. C'est-à-dire que vous avez des comportements et la plupart des gens savent qu'un comportement, ça a une conséquence, ça a un acte, d'accord? Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que les comportements, ce qui se passe, c'est hop, juste avant, il y a des antécédents, d'accord? Il se passe quelque chose avant les antécédents. Et donc, on va transformer ces antécédents pour que l'acceptation et que les comportements soient modifiés. Et ensuite, le renforcement derrière, c'est qu'on va s'attarder à tout ce qui fonctionne bien. Parce qu'on a une habitude naturelle qui est, on s'attarde à ce qui ne va pas. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, vous le dites. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Quand quelque chose est fait, vous allez dire, bah oui, c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal, c'est bien, d'accord? Je ne vais quand même pas le remercier d'avoir mis la table. Mais si, puisque vous lui dites quand il ne met pas la table. Donc à l'opposé, il faut lui dire que c'est bien d'avoir mis la table. C'est normal. On a des représentations aujourd'hui qui sont soit c'est négatif, soit c'est neutre. Eh bien non, c'est soit négatif, soit positif. Et ça, il faut le changer absolument aujourd'hui. Ça, les anglo-saxons, ils l'ont compris. C'est pour ça que nous, quand on se déplace au Canada, on a l'impression que ces gens, ils sont trop gentils. Ben non, en fait, ils ont compris que quand quelque chose est bien, eh bien, en fait, c'est bien, il faut le dire. Et ça, c'est important. Ensuite, on va faire le moment spécial, c'est-à-dire que vous allez passer du temps avec votre enfant. Et on va vous forcer à passer du temps avec votre enfant. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous allez passer entre 15-20 minutes par jour, hop, directement avec votre enfant. Et c'est l'enfant qui choisit les activités. Et vous allez reprendre du temps positif avec lui. Et donc, d'arrêter, en fait, de se dire, ben non, je ne
passe que des mauvais moments. Non, 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 on va créer les bons moments avec lui. On va entraîner les parents à savoir demander quelque chose de manière normale, sans que ce soit négociable. C'est-à-dire qu'on arrête les peux-tu faire ça. C'est pourrais-tu faire. Si l'enfant dit non, la conversation, elle s'arrête. Hein. Parce que vous ne pouvez pas dire pourrais-tu faire ça s'il te plaît? Non. Ben, si je te l'ai demandé, ben oui, ben alors il ne fallait pas lui laisser le choix. C'est-à-dire que si vous dites pourrais-tu, ça veut dire que vous lui laissez le choix de dire non. D'accord? Et qu'il y a des manières adaptées de demander les choses sans que la réponse possible soit non. D'accord? C'est le ton de la voix qui change. La façon de demander, c'est extrêmement important. On va passer sur des tableaux de comportement éventuellement, mais ces tableaux de comportement qui sont souvent répandus à l'école, dans les familles, et ainsi de suite, ici, ils ne sont mis en place que parce que les autres étapes sont bien maîtrisées. C'est-à-dire qu'un tableau de comportement, si vous n'avez pas compris comment fonctionnait votre enfant, que vous ne savez pas ce que c'est le renforcement, que vous ne passez pas du temps avec lui et que vous ne savez pas demander quelque chose, objectivement, ça ne sert à rien. C'est parce que vous avez compris et maîtrisé les autres étapes que vous êtes capable de mettre un tableau de comportement efficace avec un enfant en classe. Ensuite, on le voit, hein, la gestion du temps, ça peut être compliqué. La gestion du temps, notamment sur les 2 premières heures de la journée. Hein. Le 6-8 heures, hein, celui qui nous fait hurler et tirer les cheveux toute la journée. Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ont remarqué que ces 2 premières heures, elles conditionnaient toute votre journée. C'est-à-dire que quand vous arrivez en retard à l'école, que vous avez balancé votre enfant parce que ça a été dur de le faire démarrer, que vous démarrez en trombe au bureau, que vous passez la porte du bureau et que vous avez un collègue qui vous regarde et qui fait « Hé, t'as vu l'heure ?» Là, la seule chose que vous avez envie, c'est de lui planter un pic à glace dans le dos, et parce qu'il, lui, ne comprend pas en fait votre vie de famille. Le truc, c'est que ça va vous faire, hop, plein de problèmes sur toute la journée. Et quand vous allez revenir à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, super, les devoirs. Donc, objectivement, on a quand même pas mal de choses qui peuvent poser problème. Un time-out, donc le time-out, ça va être aussi... Alors, je sais que dans l'éducation positive, on a une tendance à dire le time-out, c'est une torture émotionnelle pour les enfants, c'est le mettre à distance des émotions et de la compréhension des choses. Ça, ce sont des gens qui n'ont toujours pas compris ce que c'était un vrai time-out. Un vrai time-out, c'est une mise à distance entre l'enfant et le parent. C'est-à-dire que quand les deux sont énervés, ça ne sert à rien qu'ils fassent les choses ensemble. Le but, c'est que les deux soient éloignés physiquement pour ensuite qu'ils puissent en rediscuter et trouver des solutions ensemble. Et ça, c'est objectif. D'accord? L'objectif précis, c'est que l'enfant et le parent se posent pour trouver des solutions ensemble. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Juste mettre un enfant au coin, c'est pas le coin, d'accord, mais juste mettre un enfant au coin et lui dire tant que tu n'es pas calmé, tu ne bouges pas, et que quand il s'est calmé, on n'en reparle pas et on n'essaie pas de trouver de solution, ça n'a aucun intérêt. Par contre, mettre à distance pour soi-même en tant que parent, se poser un peu, se calmer, que l'enfant se calme, et puis qu'on se retrouve et qu'on puisse en discuter pour trouver des solutions ensemble, ça a du sens. Évidemment, on abordera les devoirs et l'organisation, le lien avec l'école, simplement parce que les devoirs, c'est la nouvelle pathologie miraculeuse de ces 20 dernières années. C'est-à-dire que moi, j'en ai un peu marre d'entendre les parents qui me disent je passe 2 heures, 3 heures par jour à faire des devoirs avec mon enfant. Ça, c'est de la torture. Donc ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Et donc, on va travailler là-dessus pour diminuer les choses parce que les attentes parentales sont assez marquées. Laure, je te rejoins tout à fait. En fait, c'est la base pour n'importe quel enfant. Donc, en fait, l'idée, c'est que normalement, ces pratiques, elles sont là pour c'est de la santé publique, en fait, hein, ce truc. C'est pas... Mais après, on peut le spécifier pour les troubles d'attention. Ensuite, on va aborder les sorties, parce que dans les sorties, il y a un truc qui est quand même extrêmement problématique, c'est le regard des autres. Quand vous sortez dans un grand magasin, si vous êtes seul dans le grand magasin, votre gamin, il se tape à terre, il pleure, il tape des pieds, il se roule par terre, vous allez continuer votre trajet dans le rayon. Vous vous en foutez, en fait, parce que ça ne dérangera personne. Par contre, s'il y a 2 petites mamies qui passent à côté et qui vous font « Ah, t'as encore vu cet enfant mal élevé ?» Là, la seule chose que vous allez faire, c'est de prendre par le pied et sortir vite, vite, avec toute la honte et la pression du monde sur le dos. Et en fait, l'idée, c'est parce qu'on aura fait tout le reste avant, qu'on aura donné toutes les stratégies aux parents qui seront capables de sortir avec leurs gamins et de s'en foutre, en fait, du regard des autres, parce qu'ils vont se dire « Moi, je sais que ce que je fais, c'est important pour mon enfant et je sais que je fais bien. » D'accord ? Et donc, ouais, je fais trop bien l'accent belge, je sais. Et après, on anticipe, parce que forcément, ce sont des troubles qui évoluent dans le temps, donc on va essayer vraiment de pouvoir leur donner des
des stratégies aussi pour le fait que dans le temps, ça va évoluer, qu'il y a des moments qui seront plus difficiles que d'autres, comme avec n'importe quel autre enfant. D'accord? Donc ça vous donne un petit peu un résumé des approches qu'on va faire avec les familles. Et vous doutez bien que l'acceptation du trouble, l'accompagnement du trouble et la gestion, elle est faite par les parents dans ce cadre-là. Et c'est comme ça qu'on va faire. Vous avez des parents avec un stress qui a largement diminué la plupart du temps, qui se sentent vraiment être de bons parents, et donc ils savent comment faire pour accompagner leur enfant. Et naturellement, en fait, l'enfant, il va suivre cette démarche-là. Il va vraiment être capable de se dire, OK, je vois que mes parents vont mieux, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils font tout ce qu'il faut pour m'accompagner dans mon autonomie. Ils ne sont pas en train de me transformer. Ils ne sont pas en train de faire de moi un autre enfant. Ils m'accompagnent avec mon fonctionnement. Et ils vont être capables d'être là au moment où ça ira moins bien. Et donc, on va avoir une sphère comme ça qui se met en place. Si jamais il y a des choses, des difficultés de la part de l'enfant qui dépassent ces aspects d'accompagnement parental, évidemment, il y a des stratégies spécifiques pour les enfants. Hein, d'accord? Donc, l'objectif, ce n'est pas non plus de se dire on travaille que avec les parents et ça va aller tout le temps. Bien sûr que non. Il y a des accompagnements spécifiques, notamment en thérapie cognitivo-comportementale qui marche très bien avec les enfants. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que les TCC, avant un certain âge, c'est quand même relativement peu efficace avec les enfants. Et donc ça, il faut vraiment y faire attention de ne pas commencer trop tôt. Donc, important tout ça. Et de l'autre côté, c'est les interventions scolaires. On a développé exactement le même problème que dans les interventions avec les enfants. On centre tout sur l'enfant, quoi. L'enfant a un trouble, il a un TDAH, donc on doit l'accompagner. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui mettre une série d'aménagements scolaires spécifiques à son fonctionnement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on impose ça à l'enseignant. Donc l'idée, c'est de dire, ben, vous êtes enseignant, mais lui, il est TDAH. Donc vous allez mettre ça en place, ça en place, ça en place. Est-ce que c'est possible ou non? Parce que c'est une discussion qu'on a avec les enseignants, et de voir après ce qui va être mis en place. Ben non, en fait, on va décentrer les choses. On va accompagner l'enseignant. On va mettre les choses en place pour l'enseignant. Alors, enseignant, c'est un métier excessivement particulier qui a eu une drôle d'évolution. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul métier où tout le monde sait mieux que vous comment vous devez faire. Donc moi, je dis toujours, j'explique pas à mon plombier comment mettre des tuyaux. Enfin, je suis désolé, mais c'est un petit peu particulier, mais voilà. Donc je pense qu'ils ont fait des études. On peut râler tant qu'on veut sur la formation, mais si vous voulez, on râle autant sur la formation des psychologues qui est aussi catastrophique. Hein. Donc, je veux dire, ils sont formés, quoi. Ils ont un diplôme. Ils ont été formés pour faire ça. Peut-être pas assez, mais ils sont formés à la pédagogie. Pas pour les troubles d'apprentissage, on est bien d'accord, mais pour la pédagogie. Donc, faisons leur confiance sur cet aspect-là. Nous, en tant que professionnels, par exemple, en tant que neuropsy, je ne suis pas formé à la pédagogie, moi. J'en sais rien, moi, de ce qu'il faut faire avec des enfants en classe. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de leur apporter l'aide dans leur métier pour qu'ils soient capables de modifier éventuellement les pratiques pour que ça corresponde et qu'eux, ils soient moins en difficulté par rapport à ces enfants-là. Quand ils sont moins en difficulté, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils sont plus ouverts, ils mettent des choses en place naturellement. Vous n'avez pas besoin d'aller trouver les coussins qui permettent de bouger sur la chaise, un ballon, et ainsi de suite. Ça, jusqu'à preuve d'aujourd'hui, eh bien, en fait, on n'a aucun résultat, hein, mais aucun. C'est-à-dire que les études sur les aménagements scolaires des enfants TDAH, actuellement, c'est zéro pointé. Hein. Il n'y a pas d'effet. Par contre, quand on avance, l'objectif ici, ça va être quoi? De donner des stratégies aux enseignants pour qu'ils puissent accompagner les élèves. Donc, on va travailler sur les aspects de renforcement, on va travailler sur des cartes de comportement, je vais vous en montrer. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des stratégies proactives pour l'enseignant, parce qu'en fait, c'est préventif par rapport au problème. Donc, l'idée, c'est que si on arrivait à former les enseignants avant qu'ils aient un élève TDAH, eh bien, en fait, ils mettraient des stratégies pour faire en sorte que les troubles n'apparaissent même pas en classe. Et ça serait ultra intéressant. Ça intègre des gestions de comportement, et surtout dans une espèce de plutôt global, hein, d'accord, c'est enseignement et comportement en classe, bien plus que de se dire il faut qu'ils réussissent à l'école, ça c'est une chose, et puis on va avoir des interventions uniquement sur le comportement. Non, on va avoir des approches globales, c'est beaucoup mieux. Et surtout, ça encourage de mettre des stratégies qui sont bonnes pour tous les élèves d'un coup, plutôt que de mettre des aménagements spécifiques à un élève qui risque de le stigmatiser.
Parce qu'en fait, quand vous mettez des stratégies uniques pour un élève, il y a quand même tout le reste de la classe qui peut avoir un regard là-dessus. C'est-à-dire qu'au-delà de l'enseignant qui peut avoir un effet sur cet élève, il y a tout le reste de la classe. Et vous aurez beau expliquer à tous les élèves, mais vous savez c'est quoi le TDAH, et ainsi de suite, il ne faut pas faire attention, il faut l'intégrer, et ainsi de suite. On sait à quel point les enfants sont cruels entre eux. C'est la base. Donc si en plus vous stigmatisez encore plus, il y a plus de chances, même si ce n'est pas cause à effet, mais il y a plus de chances qu'il y ait des difficultés au niveau social qui apparaissent. Donc, ça, c'est vraiment les objectifs des interventions à l'école par rapport à des enseignants qui, aujourd'hui, sont en difficulté. D'accord ? Alors, je sais qu'il y a toujours des remarques sur le fait, oui, mais les enseignants ne font pas d'efforts, ils font pas... comme je dis toujours, il y a des cons dans tous les métiers. Il y a des psychologues qui ne font pas d'efforts. Donc, il y a des médecins qui ne font pas d'efforts non plus, ça arrive. Donc, oui, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas envie, mais il y en a plein qui se sentent démunis aujourd'hui et qui n'ont pas l'accompagnement. Parce qu'il faut savoir quand même que, donc, au-delà du fait qu'être enseignant, c'est tout le monde sait mieux que vous ce que vous devez faire, ben, la représentation du métier d'enseignant dans la société, elle a chuté. Faut quand même être honnête sur le principe. Notre regard sur la bienveillance de l'enseignant et sur ses capacités à éduquer nos enfants, elle a quand même diminué avec le temps. On est les premiers à râler sur les exercices et ainsi de suite. Donc voilà. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas accompagnés. Parce que être formé, c'est une chose. Mais derrière, l'idée, c'est quoi? C'est que quand même, ils soient accompagnés sur le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les études, ce qu'elles nous montrent, c'est quoi? C'est que quand on enseigne, qu'on donne des stratégies aux enseignants, ils ont du mal à les maintenir dans le temps. Parce qu'ils n'ont pas d'accompagnement. C'est vrai qu'on a tendance à arriver, et moi le premier, je ne vais pas être malhonnête là-dessus, mais à arriver à des instants T, à leur dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire, les gars. Ça, c'est les stratégies par rapport à ce que vous m'avez amené. OK? Allez, bonne chance pour l'année. Et après, bah oui, on revient peut-être 6 mois après, quoi. Mais la difficulté, c'est de garder ça en permanence sur l'année. Et en fait, les études, aujourd'hui, elles sont très claires là-dessus. C'est que quand on met des programmes d'accompagnement, d'enseignement, c'est ultra intéressant. Pourquoi? Parce que ça augmente la connaissance du TDAH chez les enseignants. Et donc, ils modifient naturellement leur façon de faire. Par contre, quand on met des stratégies comportementales ou des aménagements scolaires en place, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est potentiellement efficace. Le problème, c'est le maintien dans le temps sur l'année scolaire complète. Et c'est là, en fait, que nous, en tant que professionnels, on doit réfléchir. C'est-à-dire la question de l'accompagnement des enseignants aujourd'hui. D'accord? Donc, ce n'est pas que nos stratégies ne sont pas bonnes, c'est juste qu'on n'a pas la bonne façon de faire. Et ça, c'est ultra intéressant. D'accord? Donc, aussi, il y a l'idée, on est toujours d'avoir cet aspect aménagement scolaire. Et donc, effectivement, on va vraiment dans le sens qui est, donc, effectivement, Marie, c'est l'orthopédagogie. Au Canada, ils ont très, très bien compris ça. Ça change radicalement les choses. Mais en plus, c'est l'idée qu'on arrête les aménagements. C'est quand vous mettez un aménagement en place pour toute la classe, c'est plus un aménagement, c'est une façon d'enseigner. D'accord? Donc ça, c'est quand même important aussi, c'est de sortir de cet aspect aménagement scolaire et de partir sur un principe très clair, c'est que ce qu'on va faire, c'est essayer de modifier les choses pour que ça corresponde au plus d'élèves possible. OK? Quelque chose qui est excessivement facile à mettre en place et en fait qui augmente un truc que ça me fascine toujours, mais, et je vais finir là-dessus, mais c'est aujourd'hui, on a tous les moyens de communication de la planète à notre disposition. Cette conférence en est la preuve. On arrive à être, je sais plus, je ne sais pas combien on est là actuellement dans cette conférence, mais on arrive à être un grand nombre On est ensemble. 78. Voilà. Donc, à être ensemble au même moment pour discuter d'un sujet aux quatre coins de la France, de la Belgique et peut-être d'autres endroits. Et pourtant, on n'a jamais eu littéralement un canyon entre les personnes en termes de communication. Et ça, c'est un truc de fou. Bien qu'on sait plus parler, quoi. Aux États-Unis, il y a un truc qui est vraiment mais très très bête. Donc, c'est ce qu'on appelle les cartes de comportement quotidien. D'accord? Les cartes, je vous en ai mis 2 ici, des exemples. C'est-à-dire qu'on part d'un principe de base, c'est que l'enseignant, il va prendre, mais littéralement 2 minutes de sa journée.
pour faire une carte au nom de l'enfant, de mettre la date. Et alors, on choisit 3 choses qu'on veut atteindre dans la classe. Okay. Globalement, ici, je vous ai mis un exemple, c'est le pourcentage de travail accompli en classe. Est-ce qu'il a suivi les règles de classe? Est-ce qu'il a eu des bons comportements avec d'autres élèves? On peut en choisir 3 autres, ce n'est pas le problème, d'accord? Mais on structure ces aspects-là. Et donc, par exemple, on va être à 85% du travail accompli. Il a suivi les règles de la classe, il a eu un bon comportement, commentaire, super, il s'est super bien conduit aujourd'hui. Hop, signature de l'enseignant. Il glisse ça dans la farde de l'élève et il rentre avec à la maison. Et les parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la carte et quand c'est positif, ils le renforcent. Oh, super, tu as passé une super journée en tout cas. C'est chouette, tu as vu, tu as vraiment réussi à suivre les règles de la classe. Génial. Tu as eu des bons comportements avec les autres élèves. Ça s'est bien passé. Mais écoute, tu veux qu'on en discute. Ça leur prend 3 minutes 30 aussi. Okay. Et eux, à la maison, ils font exactement la même chose tous les soirs. Merde. Et ils renvoient ça à l'enseignant pour le lendemain matin. Est-ce que les devoirs se sont bien passés? Est-ce qu'il a suivi les règles de la maison? Est-ce qu'il a eu le bon comportement avec les autres membres de la famille? Des commentaires, hop. Ça arrive à l'école et vous avez le renforcement de ce qui s'est passé à la maison. Ah ben super, tes parents m'ont dit que ça s'était super bien passé à la maison. Génial. Je vois que tes devoirs, ça a été nickel. Super. Et bien, en tout cas, continue comme ça. Et bien en fait, cette simple petite action comportementale, et bien en fait, on a vu des évolutions de comportement, de meilleurs comportements, aussi bien à la maison et à l'école. Ça prend 5 minutes. Et aujourd'hui, on se casse encore la tête à faire des pages et des pages de PIA, d'intervention dans tous les sens, pour essayer de mettre des aménagements spécifiques sur le fait qu'il ne doit pas avoir de recto verso, il doit avoir une police spécifique. En fait, vous allez voir, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens dans ce cadre-là, parce que le TDAH, en fait, on va le gérer sur ces aspects-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment ultra important. D'accord? Donc, on voit que c'est super basique, les prises en charge. En tout cas, celles qui ont montré le plus d'efficacité aujourd'hui, elles sont basiques et pourtant, soit elles ne sont pas connues, soit elles sont très peu utilisées, au profit de prises en charge ou d'accompagnement X ou Y un peu novateurs qui n'ont jamais fait leur preuve aujourd'hui. Pour aller plus loin, si vous voulez, je vous ai mis ça, l'objectif, ce n'est pas de vous le développer, mais de se dire que dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou encore le Canada, il existe des prises en charge vraiment spécifiques et des accompagnements qui sont liés au développement de l'organisation et qui marchent excessivement bien au niveau des TDAH. C'est-à-dire qu'on va avoir des sessions, en gros, avec des stratégies d'organisation au niveau matériel, la gestion des devoirs, la gestion du temps et le développement de l'organisation, qui sont faits notamment avec les enseignants, mais vous avez 2 sessions où les parents interviennent également avec les enseignants pour être au clair sur comment je mets ça en place et être en adéquation avec l'école. C'est-à-dire, on a communiqué, on fait la même chose, on est sur la même longueur d'onde et on avance ensemble pour arriver à faire ensemble le développement de notre enfant et le développement d'efficacité de nos approches en tant que parents et en tant qu'enseignants. Donc, en conclusion de cette intervention, qu'on sorte un petit peu de la vision que la prise en charge du TDAH aujourd'hui en France, en Belgique et autres, elle doit être axée sur l'enfant. Ce n'est absolument pas le cas. En tout cas, toutes les données nous disent aujourd'hui que ce n'est pas ça qu'il faut faire dans un premier temps. Ça ne veut pas dire en sorte qu'il ne faut jamais prendre les enfants en charge. Ça veut dire que ce n'est pas forcément notre première piste d'action. Donc, prise en charge du système, d'accord, en dehors de la médication, c'est ce qui a montré le plus d'efficacité aujourd'hui. Hein. Donc, c'est ultra important quand même de l'avoir en tête. Donc, c'est de se dire quand même que l'efficacité, elle se situe d'abord sur la prise en charge. Compréhension du trouble par l'environnement, c'est la recommandation vraiment numéro 1. On a besoin de développer ça aujourd'hui. C'est ultra intéressant. Il faut développer la formation des professionnels à l'accompagnement parental. Aujourd'hui, je pense que c'est la chose moi, sur laquelle je m'axe le plus, hein, forcément, c'est de donner de la formation. Et d'ailleurs, ben voilà, Séverine a suivi cette formation, Safa, qui est dans la salle également. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont suivi les formations sur la prise en charge parentale, j'en sais rien. Mais en France, vous avez des gens qui sont formés à cet accompagnement parental. Moi, depuis le début, je pense que je dois être à 200 professionnels formés sur la question. Je ne dis pas qu'ils pratiquent tous, mais je sais qu'il y en a quand même pas mal qui ont mis en place ce type de prise en charge aujourd'hui.
Et il faut développer la formation des enseignants, ça c'est clair, je veux dire. Et ils sont demandeurs, c'est ça le pire, d'accord? C'est de se dire que la formation des enseignants à l'accompagnement des élèves. Parce que l'idée, c'est que aujourd'hui, il y a vraiment cette question de comment les enseignants peuvent prendre en charge les enfants TDAH. Ce n'est pas leur job de prendre en charge, d'accord? Leur métier, c'est de les accompagner pour qu'ils se développent dans leur autonomie, dans leurs acquisitions scolaires. C'est de l'accompagnement qu'on doit faire, ok? Mais aussi, je pense que, hop, ce qui est derrière, c'est de développer des cellules d'accompagnement d'enseignants. Et ça, c'est important. Donc oui, Marie, je te rejoins totalement, c'est le problème de budget pour former les enseignants. C'est pas grave dans le sens où le but, c'est de faire prendre conscience un petit peu aux gens que c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment ça qu'il faut avoir en tête. D'accord? Par exemple, Nathalie, quand on est enseignant, je ne pense pas que faire de l'accompagnement parental soit vraiment la chose la plus adaptée. D'accord? Ce n'est pas votre métier, quoi. Vous avez déjà assez de choses à faire en tant qu'enseignant pour ne pas vous intéresser à faire de l'accompagnement parental. C'est un petit peu ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment cette question-là. Par contre, d'aller accompagner des enseignants sur comment, c'est quoi le TDAH et comment les accompagner en classe, ça, par contre, c'est ultra important. Et c'est ça, en fait, qu'il faudrait faire, je pense. Mais ça, c'est mon avis. Et donc, je conclue là-dessus. Et je vous remercie énormément pour votre attention.